Nous avons donc décidé de conclure ces 2 journées de colloque sur Proust écrivain par une table ronde d'écrivains. Comme je vous l'ai rappelé hier matin en commençant le colloque, ce colloque pour moi c'est un peu l'anniversaire du centenaire de 1971 auquel j'ai assisté quand j'avais 20 ans. Et c'est le centenaire de la naissance de Proust. Je n'assisterai pas au prochain centenaire, ni celui de la naissance, ni celui de la mort. Mais ce centenaire de 1971 avait été très important pour les études proustiennes. Je le rappelle, la publication de Jean Santeuil et du Contrat Sainte-Beuve dans la Pléiade, de nombreuses publications proustiennes autour des années 70-71, le livre de Jean-Yves Thadier, la thèse de Jean-Yves Thadier qu'on a entendu ce matin, Proust et le roman, 1970. Donc 70-71, c'est un grand moment proustien. Et tout au long de cet anniversaire de 2021-2022, je me suis souvent demandé si nous ferions aussi bien qu'en 70-71. Bon, il y avait une exposition au musée Jacques-Marandré, première exposition que j'avais vue. Cette année, nous avons eu 3 expositions. Avons-nous fait aussi bien que l'exposition de Jacques-Marandré en 71? J'ose dire que je le crois. Parce que, comme je n'ai pas été seul à organiser certaines de ces expositions, il n'est pas immodeste de dire que ces expositions ont été réussies et que c'est un fait. Et j'ai rappelé hier matin que parmi le dernier événement qui avait marqué le centenaire de 1971, il y avait eu un colloque à l'École normale supérieure, dans la salle du SAN, qui est le premier colloque proustien auquel j'ai assisté, alors que j'étais encore élève scientifique. Et ce colloque s'était terminé par une table ronde que nous reproduisons aujourd'hui. Table ronde qui réunissait Gilles Deleuze, Roland Barthes, Jean-Pierre Richard et Gérard Genette, qui était vraiment au... Barthes commençait à parler de Proust en 71, c'était nouveau. Le livre de Gilles Deleuze, Proust et les signes, je ne sais pas si la 2e édition était déjà publiée, le livre qui à l'origine s'appelait Marcel Proust et les signes. Proust n'était pas encore une marque en 1964, donc la 2e édition... peut-être qu'elle n'était pas encore publiée en 70-71. Gérard Genette n'avait pas encore publié Figure 3, Discours du récit. Gérard Genette était simplement l'auteur de 2 articles sur Proust, Métonymie chez Proust, et puis un autre dont soudain le titre m'échappe. Jean-Pierre Richard n'avait pas publié Proust et le monde sensible. C'était encore une époque de friche, 70-61. Donc le moment est aujourd'hui très différent, très différent. Je pense que lors du prochain centenaire, en 2071, je ne sais pas qui sera encore là, eh bien, certains évalueront ce que nous avons fait en 2021-2022. J'espère qu'ils pourront dire que c'était pas mal et que ça élargit, ouvert les études proustiennes. Alors aujourd'hui, nous avons donc décidé avec Mathieu que nous n'allions pas reproduire les débuts de cette théorie de la littérature qui s'appliquait pour beaucoup à Proust, avec Jean-Pierre Richard, avec Deleuze.
Et j'ajoute que dans le colloque qui avait précédé, dans la journée qui avait précédé, il y avait Serge Dubrovsky, Philippe Lejeune, etc. Donc c'était les débuts de tout cela. Nous avons donc invité, alors je les évoque dans l'ordre alphabétique, Nathalie Azoulay. Alors, le premier livre d'elle que j'ai lu, c'est le livre, il faut que je retrouve le titre, c'est le livre sur Racine. Sur Racine. Titus n'aimait pas Bérénice. C'est ce livre-là que j'ai lu et qui m'a fait penser qu'elle aimait Proust. Parce que qui aime Racine, par définition, aime Proust. Et cela m'a été confirmé par une émission de radio à laquelle vous avez dû participer cet été. Alors, je ne sais plus laquelle, parce qu'il y en a tellement, il y en a eu tellement, mais je vous ai entendu à la radio. Je crois que c'était lorsque j'étais en voiture pendant l'été sur des podcasts que j'avais dû enregistrer pour me distraire. Et vous parliez de Proust, donc ça m'a fait penser que nous pouvions vous inviter à parler de Proust. J'ajoute que la première personne que j'avais voulu inviter, c'était Annie Ernaux, qui a parlé au Collège de France de Proust. En fait, tout ce qu'elle a dit de Proust, dont il a été beaucoup question depuis, c'est à mon séminaire, ici, à cette table, qu'elle l'a dit. Conférence à mon séminaire qui, je crois, était en 2013, pour le centenaire de 2013. Elle m'a dit justement qu'elle avait déjà tout dit ce qu'elle avait à dire sur Proust. Non, pas d'Annie Ernaux. Donc, Nathalie Azoulay. Ensuite, dans l'ordre alphabétique, qui est le second, Yannick Enel. Alors, Yannick Enel, lui, ce qui m'a intrigué, c'est... Bon, je connaissais ses premières œuvres, puisque son premier roman, il y a quelque chose qui est commun à nous deux, dans son premier livre, mais celui qui m'a amené à Proust, c'est celui de 2017, intitulé « Tiens ferme ta couronne ». Prix Médicis, comme vous avez vu le prix Médicis pour celui que je viens d'évoquer un an ou deux avant. Et ce titre, « Tiens ferme ta couronne », bon, c'est une phrase que tout Proustien, pour tout Proustien, est inscrite dans son cerveau, puisqu'elle se trouve dans la page cruciale du Carnéen, que Jean-Yves Thadier évoquait ce matin. Faut-il en faire un roman, une étude philosophique? Suis-je romancier? Ce qui me console, Gérard de Nerval, voir page XXX de ce cahier. Tiens ferme ta couronne, je sais que j'ai dans l'esprit comme lac de Genève invisible, etc. Mais je sens qu'un rien peut briser ce cerveau. Donc le tiens ferme ta couronne, bon, c'est une citation de l'Apocalypse, Proust, juste comme ce que j'évoquais tout à l'heure, beaucoup de ces citations du Nouveau Testament, elles viennent de Ruskin. Elle est dans la Bible d'Amiens, et c'est par Ruskin que Proust la connaît, donc il la cite et il donne la référence en note de la Bible d'Amiens, puis elle est reprise dans la préface de la Bible d'Amiens, et donc c'est une phrase qui compte beaucoup pour Proust, c'est une sorte de maxime de discipline et de travail. Donc, si Yannick Enel donne un titre qui chemine par Proust pour un livre, c'est qu'il est proustien, puis ça m'a été confirmé, mais je crois que je l'avais déjà invité par sa collaboration au numéro de la NRF récent. Je le cherchais chez moi ce matin pour le retrouver, parce que j'y ai collaboré aussi, mais c'est tellement désordonné que je n'ai pas retrouvé pour l'apporter. Ensuite, si je continue dans l'ordre, nous avons Alain Finkielkraut. Alors lui, je le connais depuis très longtemps, puisqu'on est contemporains. Les autres sont beaucoup plus jeunes que nous. Nous, et vous et moi, on est contemporains. Pas de Proust. Nous sommes contemporains tous les deux. Et nos autres invités sont de la génération suivante, beaucoup plus jeunes. Et donc Alain, je sais qu'il est proustien parce que je sais qu'il a beaucoup à dire sur Proust, notamment parce que il a été proche de Roland Barthes comme moi, et que c'est à une époque où Roland Barthes a été proustien très tardivement. Il était gidien au départ, mais là aussi c'était bipolaire, comme on dit. On ne pouvait pas être proustien et gidien en même temps, donc c'est très tardif quand il est venu à Proust, mais à l'époque où on l'a connu, Proust était sa nourriture quotidienne. Et
Philippe Lançon. Philippe Lançon est l'auteur de ce très beau livre, Le Lambeau, qui est d'une certaine manière une lecture de Proust. C'est le fil conducteur de ce livre. Et Alain Finkielkraut nous avait réunis un jour dans son émission Réplique, Philippe Lançon et moi, pour parler justement de la mort de la grand-mère que nous avons. Je ne me trompe pas, c'était bien la mort de la grand-mère, hein, pour parler de la mort de la grand-mère, qui était, dont on a beaucoup parlé ici tout à l'heure. Donc le Lambeau, très beau livre qui n'a pas eu le prix Médicis, mais qui en a eu un autre. Fémina. Le Fémina? Oui, oui. L'auteur se souvient de ce genre de choses. Voilà. On ne réunit pas que des prix Médicis. Je leur ai demandé à chacun, parce qu'on voudrait une vraie table ronde, de parler environ entre 5 et 10 minutes, comme ils veulent, de leur rapport à Proust. Et je pense qu'on peut le faire dans l'ordre alphabétique, comme on a fait jusque-là, en vous donnant la parole pour commencer. Merci et bonjour à tous. Ok. Bonjour, merci Antoine Compagnon pour ces mots d'introduction. Je ne sais pas comment je dois prendre le remplacement d'Annie Ernaux, disons qu'on y reviendra. D'ailleurs, j'ai vu cette intervention qu'elle avait faite à vos côtés en 2013, mais peut-être qu'on discutera tout à l'heure à ce sujet. Mon rapport à Proust, où en suis-je de Proust? J'en suis à ma deuxième lecture. Ma première lecture a eu lieu quand j'avais 18 ans. Et Proust est mon grand initiateur, si je puis dire. Je venais d'un monde où il n'y avait pas de livres et je m'apprêtais à aller dans un monde où il n'y avait que des livres. Et pour faire ce passage et cette traversée, j'ai emprunté comme guide Proust. Et quand j'ai eu 18 ans, je me suis acheté les 3 volumes de la Pléiade, l'ancienne Pléiade. Donc ces volumes de cuir marron qui étaient pour moi comme des briques pour construire ma nouvelle maison. Et je me souviens de l'effarement familial qui avait vu que j'avais investi des sommes faramineuses dans 3 livres, mais 3 livres qui ont été capitaux et qui ensuite ont vraiment construit ma nouvelle maison. Donc pour moi, il est le grand initiateur, le grand guide, le grand passeur. Et je dois dire que à la fois, je me branche sur Proust très régulièrement parce que j'ai l'impression qu'il y a une pulsation d'écriture qui nourrit la mienne. Il y a aussi chez lui une espèce de vigilance qui m'oblige et qui me préserve, je pense, d'expérimentation un peu farfelue. Il est un peu mon grand anti-moderne, malgré sa modernité. C'est-à-dire qu'il m'oblige tout le temps à l'analyse, à l'intelligence des choses, à la compréhension et à la clarté. Et dernière chose, il est si présent qu'il est entré dans mon œuvre d'une manière presque narrative, c'est-à-dire que j'en ai fait un motif qui, de livre en livre, se promène, se transforme, mais qui, à chaque fois, fait l'objet d'un événement du récit, d'une dramatisation et d'un enjeu pour mes personnages. C'est-à-dire que j'ai, je crois, transformé, déplacé et finalement un petit peu recyclé ma propre transformation aux côtés de Proust, en faisant vivre à mes personnages ce genre de transformation aussi. Et dans mon dernier livre, qui s'appelle La fille parfaite, il est question de 2 jeunes filles qui, l'une a lu Proust et l'autre pas. Et pourtant, les 2 finiront par le lire, mais ne se le diront pas tout de suite. Et il y aura comme un suspense, un défi et une rivalité qui s'organisera aussi autour de Proust. Alors, je dirais qu'il est, à tous ces égards, je vous l'ai dit, une vigilance, mais aussi une nourriture vraiment, peut-être pas quotidienne, mais en tout cas très régulière. Et j'ai l'impression que ça ne finira jamais, en fait. Donc, ce qui m'importe aujourd'hui, après cette année Proust, où j'ai vu toutes les expositions, alors on se réjouissait tout à l'heure de l'affluence qu'elles avaient suscitée. On se demande si ces expositions ont fait plus lire Proust. Moi, j'ai un petit doute, mais Antoine Compagnon nous donnera ces chiffres quand il les aura. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui s'organise une espèce d'alibi
je dirais, bicéphale. Un alibi social d'un côté où on fustige Proust parce que c'est un grand bourgeois et qu'il écrit sur des grands bourgeois, voire des aristocrates. Mais le fustiger depuis ce point de vue-là me semble tout à fait inepte. On sait à quel point le prisme avec lequel il lit la société est valable à quelque endroit qu'on soit de la société, en fait. On n'a pas besoin d'être un grand bourgeois ni un aristocrate pour ça. Et j'en parle d'autant plus volontiers que je suis moi-même une espèce de transfuge de classe comme ceux qu'il pourfendent aujourd'hui. Donc j'ai l'impression qu'il y a un alibi social, idéologique qui se met en place de manière un peu insidieuse, parfois frontale, mais parfois moins frontale, et qui va avec un alibi qui sera bientôt cognitif, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les jeunes cerveaux vont avoir du mal à lire Proust, parce que les phrases sont longues, parce que la complexité est toujours au rendez-vous, parce que c'est une œuvre volumineuse qui demande beaucoup de temps, qui demande plusieurs mois de lecture, et que ces mois-là, les jeunes générations, et moi-même aujourd'hui, je ne les ai presque plus. Donc j'ai l'impression que les cerveaux vont être si modifiés qu'il sera difficile de lire Proust. Alors, je ne veux pas être la pessimiste de service, mais j'ai l'impression que par le biais du social et par le biais de la cognition, enfin, il va y avoir deux réserves majeures qui vont converger et qui feront que peut-être on ne lira plus Proust. Et je pensais donc, moi, que j'avais lu 2 fois Proust, alors je me demande quelle sera cette 3e fois. J'espère que j'aurai l'occasion de lire une 3e fois Proust, et en même temps j'en ai peur parce que je me dis la 3e fois sera peut-être la dernière. Et disons que je vais la reculer le plus possible, mais enfin il faudra quand même que j'ai tout mon esprit pour le lire et toute la clarté de mon esprit. Mais au regard de cette disparition possible des lecteurs de Proust, ou en tout cas de cet amenuisement possible, j'ai l'impression qu'on va être un peu les vétérans qui vont défendre le village et qui vont peut-être œuvrer à repousser les attaques qui, à mon avis, ne vont pas cesser, en fait. Je pense que par où qu'on le prenne, on va pouvoir l'attaquer et lui reprocher tout un certain nombre de choses. Donc j'en suis très triste. Je parle aujourd'hui avec... Parfois, ça m'arrive de jeunes écrivains. Quand je dis jeunes, ça veut dire qu'ils ont moins de 30 ans. Et en général, ils n'ont pas lu Proust. Moi, je l'ai lu à 18 ans. En général, autour de moi, les gens l'ont lu autour de la vingtaine. Et donc, ce petit décalage, alors je sais qu'on fait tout plus tard aujourd'hui, mais j'ai l'impression que ce petit décalage est déjà très crucial. Et je pense sincèrement que si je n'avais pas lu Proust, je n'aurais jamais écrit. Alain ? Le professeur Alain Viala, qui a participé à la réforme des programmes de français à la toute fin du siècle dernier, a écrit dans la revue L'École des Lettres « La littérature, y compris la fiction et la poésie, les textes en général, la langue, son exercice et sa pratique appartiennent à l'espace des opinions. Tout y a affaire non pas de vérité scientifique, mais de vraisemblance, donc d'opinion. Nous sommes confrontés à l'espace des opinions. Donner de l'autonomie dans le débat d'opinion, c'est notre mission dans un lycée démocratique. » Fin de citation. On s'inquiète à juste titre des risques de recul de la démocratie. Mais plus inquiétant encore, du moins sous nos climats, est l'impérialisme démocratique, l'envahissement par la démocratie de tous les domaines de l'existence. Abandonner sans coup férir la vérité à la science, c'est, me semble-t-il, trahir la littérature. Et à l'opinion d'Alain Viala, j'opposerai l'expérience de Roland Barthes, justement. La lecture de Proust, écrit-il en substance, a tout d'une consultation biblique. Elle est la rencontre d'une actualité et d'une sagesse. J'opposerai Proust aussi. L'écrivain ne dit que par
une habitude prise dans le langage insincère des préfaces et des dédicaces, mes lecteurs. En réalité, chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de lui-même. L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce d'instrument d'optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce qui, sans ce livre, il n'eût peut-être pas vu en lui-même. Discerner ce que, sans ce livre, il ne peut être pas vu en lui-même. Et ailleurs, Proust compare son livre à une sorte de ces vers grossissants comme ceux que tendait à un acheteur l'opticien de Combray, mon livre, grâce auquel, dit Proust, je leur fournirai le moyen de lire en eux-mêmes, de sorte que je leur demanderai non pas de me louer ou de me dénigrer, mais seulement de me dire si c'est bien cela, si les mots qu'ils lisent en eux-mêmes sont bien ceux que j'ai écrits. Mais voilà, la vie réserve des surprises. La vie vous joue des tours, parce que Proust a des opinions. Et des opinions très fortes, des convictions, notamment sur l'amour. Et ces convictions, il les développe à travers les aventures du narrateur de Swann de Saint-Loup, avec un dogmatisme passionné. Je résume, 2 citations, Albertine disparue, les liens entre un être et nous n'existent que dans notre pensée. L'homme est l'être qui ne peut sortir de soi, qui ne connaît les autres qu'en soi, et en disant le contraire, ment. Bref, dans toutes les histoires qu'il raconte, Proust voit à l'œuvre une seule intrigue. Il dit et martèle que l'être aimé n'est pour rien dans l'amour qu'on a pour lui. L'amour n'est pas une relation, mais une projection. Citation de La Prisonnière, « Comment a-t-on le courage de vivre dans un monde où l'amour n'est provoqué que par le mensonge et consiste seulement dans notre besoin de voir nos souffrances apaisées par l'être qui nous fait souffrir ?» Le « nous » est très important. Il est constamment présent dans La Prisonnière et dans Albertine disparue. Ça raconte l'histoire du narrateur, mais le « je » est surplombé par le « nous » et même absorbé dans le « nous ». Parce que Proust connaît ou croit connaître l'amour et il en énonce implacablement les lois ou la loi, tant et si bien qu'il oublie son propre art poétique. C'est Proust qui écrit « Une œuvre où il y a des théories est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix. » Il y a une théorie sur l'amour, c'est sûr. Et surtout, Proust, qui connaît l'amour, exclut absolument qu'on puisse connaître par l'amour. Et là, donc voilà, je suis en désaccord total avec la conception de la littérature exposée par Alain Viala, mais je discute avec Proust, avec cette opinion constamment exprimée, parce que tout mon être, toute mon expérience proteste contre cette vision des choses. Lisant Proust, je lis en moi-même, mais par opposition, par contraste. Et j'ai mieux compris ce qu'avec lui, d'ailleurs, beaucoup d'autres occultes négligent, oublient, c'est-à-dire la part d'admiration qu'il y a dans l'amour. Et je me suis retrouvé, lisant Proust, dans la position d'Emmanuel Berle. Je pense que vous connaissez cette célèbre dispute racontée dans Sylvia. C'est un moment exceptionnel. Berle est amoureux. Il est amoureux de Sylvia. Et il va annoncer la bonne nouvelle à Proust. Il existe des cœurs accordés. Et Proust l'accueille de manière d'abord glaciale, mais ensuite il entre en fureur.
Il dit, c'est pas possible, l'idée qu'il pût y avoir entre Sylvia et moi, écrit Berle, autre chose que des mensonges et malentendus, avait pour lui un caractère inacceptable. Alors Berle répond à cette engueulade en lui disant que dans sa manière de voir, l'amour n'est qu'un onanisme halluciné. Proust va se changer et il lance des injures comme des pantoufles par la porte de son cabinet de toilette. Berle s'en va, moitié fuyant, moitié chassé, consterné de terminer si mal une amitié si précieuse. Et je dirais pour finir qu'il existe à toute loi des exceptions, même dans l'œuvre de Proust. Et l'exception, nous en avons traité avec Philippe Lançon et Antoine Compagnon, il y a quelques années, en effet, à réplique, c'est la grand-mère, c'est l'amour de la grand-mère. On dira parce que c'est un amour asexué. Ce n'est pas la question que je pose, mais le narrateur aime sa grand-mère pour elle-même. Il l'aime parce qu'elle est aimable et son amour lui fait découvrir ses qualités, c'est-à-dire sa bonté, sa délicatesse et sa distinction. Et ce sont parmi les plus belles pages d'À la recherche du temps perdu. Voilà, j'ai fini. J'ai fini, pardon. Merci beaucoup. Nathalie Azoulay se demandait tout à l'heure si la troisième lecture de Proust ne serait pas fatale, et j'en suis à ma troisième lecture. Voilà, alors je ne sais pas si je vais la terminer, mais c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'on a l'âge de nos artères. Moi, je dirais qu'on a l'âge de nos lectures de Proust, et je peux dater très précisément chacune de ces lectures. Et je pourrais faire un roman à chaque fois. J'ai écrit un roman, effectivement, qui s'appelle « Tiens, ferme ta couronne », parce qu'il était intérieurement lié à la nécessité de m'infuser quelque chose de Proust et de la méditation sur l'amour, justement. Mais voilà, je me rends compte que lire Proust, c'est s'adonner, se rendre disponible intégralement à une expérience. Il n'y a pas tant d'auteurs comme ça dans lesquels on replonge. Et moi, c'est le cas avec Rimbaud, c'est le cas avec Georges Bataille, et c'est le cas avec Proust. Et de fait, à 17-18 ans, alors même que je ne me voyais pas lire Proust, j'étais plutôt un peu hirsute, je dirais, en lisant l'expérience intérieure de Georges Bataille, en essayant de comprendre ce qu'il y avait dans l'expérience intérieure de Bataille, parce que j'étais plus requis par ses récits érotiques, par Madame Édouarda, par l'histoire de l'œil. Je me suis rendu compte que Proust était très présent. Donc dans ce livre de 1942, à une époque où Proust était relativement abandonné, Bataille le mettait aux côtés de Rimbaud. J'ai été très étonné et je suis tombé sur Albertine disparue. Et j'ai commencé à lire Proust dans le désordre. À chaque fois, j'ai lu les volumes comme ça, un peu comme ça venait. Là, je m'applique pour la troisième fois, la lecture fatale, à lire dans l'ordre. J'en suis à Sodome et Gomorrhe. Bon, il me reste encore quelques mois à vivre, là, du coup. Et de cette première lecture, je me souviens très bien d'avoir fait l'expérience de l'illumination sexuelle. La première fois que j'ai lu tout Proust, je ne voyais que ça. J'ai été requis par Albertine de manière amoureuse, et surtout par une scène, vous la connaissez toutes et tous, une scène sur les bords de la Loire où Albertine est déshabillée par une petite blanchisseuse et laquelle la caresse avec sa langue, dit Proust. Et Albertine, qui est une jeune fille pas commode, comme vous savez, lui mord le bras et lui dit cette phrase merveilleuse « Ah, tu me mets aux anges ». Moi, c'est Proust qui me mettait aux anges et qui n'a pas cessé comme ça depuis 30 ans. Et voilà, cette première lecture, c'était vraiment la dimension sexuelle qui est partout, qui est épiphanique, qui est dans les phrases elles-mêmes, qui éclaire d'une lumière parfois noire, parfois démoniaque, au fond, les rapports entre les êtres. Je pense évidemment à Charlus, je pense à Swann qui a ce problème de genre
aimer une femme, dit-il, qui n'était pas mon genre. La question du genre, mais au-delà de celle qui me plaît ou qui ne me plaît pas, c'est homme ou femme, ou les deux. Proust est terriblement en avance, si je puis dire. On est toujours en avance sexuellement. On croit être en retard, mais en fait, on est dans le temps lui-même qui s'ouvre. Un peu plus tard, rassasié par Proust, je me suis tourné vers d'autres écrivains. Je suis revenu à Bataille, à plein d'autres. Et en me mettant enfin à écrire, vers 30 ans, sans m'en rendre compte, j'ai senti qu'il fallait que je lise Proust à nouveau. Et cette deuxième lecture était sous le signe vraiment, cette fois-ci, je dirais pas d'une sexualité, mais d'une sensualité des phrases. Et j'ai été très requis, là aussi, par une scène tout aussi fluviale. Alors, c'est pas sur les bords de la Loire, c'est une scène que vous connaissez tous également, minuscule. C'est une minutie, mais comme on sait, Proust, tout comme Kafka, est le roi de la minutie. Enfin, Dieu ou le diable gît dans les détails, mais la littérature, c'est l'art des étincelles, de la nuance même. Et à un moment, ça dépend des éditions, moi j'aime bien lire dans l'édition en 15 tomes, vous savez, chez Gallimard, les tout petits volumes, il y en a 15, j'ai l'impression d'avoir 15 petits romans de Proust, édition de 1954. Et alors, dans certaines éditions, c'est à la fin d'Albertine disparue, dans d'autres, c'est au début du temps retrouvé. Bref, le narrateur retrouve Gilberte, ils ont une quarantaine d'années, il sort de sa maison de santé, comme vous le savez, comme il l'appelle joliment, et alors même qu'il a toujours cherché les sources de la Vivonne, sans jamais les trouver, Gilberte va l'initier. La recherche, c'est qu'une initiation illimitée, on ne fait tous que s'initier au fait même de s'initier. On ne fait tous que s'initier à la vie. Et Gilberte va lui révéler qu'il y a deux manières d'aller aux sources de la Vivonne. On peut y aller du côté de Guermantes, mais aussi de Méséglise. Et enfin, il trouve les sources de la Vivonne, dont vous savez qu'ils ne sont, dit Proust, qu'une espèce de lavoir carré d'où montaient des bulles. Il s'était imaginé que les sources de la Vivonne, qui irriguent le texte entier, les milliers de pages de la recherche, devaient être une chose extraterrestre, dit-il, aussi immense, aussi terrible que l'entrée des enfers. Et en fait, c'est un petit lavoir. Là aussi, il y avait des blanchisseuses ou des lavandières, ou personne peut-être. Et dans cette petite métaphore qui me plaît, enfin, je ne sais pas de quoi c'est la métaphore, mais il y a évidemment cette chose qu'on a tous vécue qui consiste à revenir sur des lieux où nous avons vécu enfants, qu'on imaginait être des châteaux et qui finalement ne sont que de petites bicoques minuscules. Et il y a cette idée que peut-être, ça relève de la désillusion bien sûr, que les choses sont plus étroites qu'on ne les a imaginées. Mais moi je me suis toujours dit le contraire. Je me suis toujours dit, peut-être en rapport avec les évangiles, on en parlait, comme vous savez, ce grain de moutarde, le grain de sénévé, qui est le royaume lui-même, je me suis dit que dans ce petit lavoir carré d'où montaient des bulles, avec cette effervescence vitale, au fond résidait le royaume, la littérature elle-même, qui passe comme ça fait même pas une ligne. Tout est là en une demi-ligne. Et voilà, du temps a passé encore. J'ai continué à m'initier et très récemment, en écrivant à nouveau un roman, c'est pas si souvent, un livre qui s'appelle Le Trésorier payeur, une méditation sur la Banque de France, figurez-vous. J'avais halluciné la figure à partir de Georges Bataille d'un banquier anarchiste. J'ai éprouvé le besoin là aussi pour me soutenir, comme disaient les psychanalystes, et pour reprendre une tranche, comme ils disent également, de relire Proust. C'est ma fameuse troisième lecture qui n'est pas encore achevée. Et là, il y a une scène qui m'a requis. Bon, j'ai un peu vieilli. Je m'intéresse toujours au sexe. Je m'intéresse toujours à la sensualité et aux expériences fluviales. Mais là, il y a quelque chose d'autre qui m'a sauté aux yeux. Et en allant voir cette exposition à la BN, j'ai vu la chose, puisqu'il s'agit du jet d'eau d'Hubert Robert. Et
Et il y a une page merveilleuse, puisque j'en suis là, hein, je l'ai relu il y a 2 jours, dans Sodome et Gomorrhe. Maintenant, j'ai peur de lire Proust. Merci, Nathalie. Et bon, cette page, si vous me permettez, si j'ai 2 minutes encore, je vous lis quelques petits extraits de cette description, parce qu'on a souvent dit, et Proust lui-même le dit, que la recherche architectoniquement, architecturalement, c'est une robe ou une cathédrale. Mais moi, je crois que c'est un jet d'eau. Et je vous lis quelques petits morceaux, vous allez voir. Proust nous dit très bien que la question du jet d'eau, c'est une continuité, là aussi effervescente, qui semble d'une traite, enfin, alors même que c'est fondé sur l'interruption, sur le raccommodage, si je puis dire. C'est comme ça qu'est fondée la recherche, enfin, c'est une texture. Juste quelques mots et je m'interromps. Alors ça se passe dans les jardins, vous vous souvenez, Proust est invité, enfin le narrateur, pardon, est invité chez les Guermantes. Enfin non, il n'est pas invité justement, précisément. Il a une soirée Guermantes, dit-il, mais il n'est pas sûr d'être invité. Et donc dans cette incommodité de se dire qu'il est sans doute l'intrus, c'est quand même le grand sujet de la recherche, est-ce que j'en suis ou pas? Eh bien, il va sinuer parmi les invités. Il se retrouve dans le jardin qu'il appelle une clairière et il note son impression face au jet d'eau. Il avait l'impression, dit-il, que ces eaux toujours nouvelles qui, s'élançant et voulant obéir aux ordres anciens de l'architecte, ne les accomplissaient exactement qu'en paraissant les violer, leurs 1000 bonds épars pouvant seuls donner à distance l'impression d'un unique élan. Celui-ci était en réalité aussi souvent interrompu que l'éparpillement de la chute, alors que de loin, il m'avait paru infléchissable, dense, d'une continuité sans lacune. D'un peu près, on voyait que cette continuité en apparence toute linéaire était assurée à tous les points de l'ascension du jet, partout où il aurait dû se briser, par l'entrée en ligne, par la reprise latérale d'un jet parallèle qui montait plus haut que le premier et était lui-même à une plus grande hauteur, mais déjà fatigante pour moi, relevé par un troisième. Voilà, je m'arrête. C'était pour vous dire que finalement, en vous lisant ça, je me rends compte qu'il est encore question de jaillissement, de quelque chose sans doute d'un peu très sensuel en tous les cas, et que, comme Albertine, Proust continue à me mettre aux anges. Merci. Merci d'avoir évoqué ce jet d'eau d'Hubert Robert, qui est à l'exposition, que vous pouvez encore voir pendant 2 jours. Je fais de la publicité pour que les chiffres soient élevés. Ce jet d'eau d'Hubert Robert qui nous a beaucoup coûté pour le montrer, puisqu'il était à l'Élysée, en dépôt à l'Élysée depuis 1973, donc depuis 50 ans, et que le président de la République a accepté qu'il sortit de l'Élysée, et je pense qu'il retourne. Il était en dépôt du Louvre, et je pense qu'il retournera au Louvre après, qu'il ne retournera pas à l'Élysée, où les goûts ont changé depuis 1973. Mais en effet, il fallait absolument avoir ce jet d'eau qui est une métaphore centrale du roman, une très belle page que vous avez citée. Oui, alors bonsoir. Quand j'avais 20 ans, je connaissais quelqu'un, j'étais en fac, qui avait une grande maison de famille, vous savez, avec des pièces innombrables, au bord du lac d'Annecy. Et dans cette famille, il l'appelait la villa des courants d'air. Et en fait, Proust, pour moi, a été et reste l'équivalent de cette villa des courants d'air, c'est-à-dire une très grande maison avec des tas de pièces, dans lequel, comme ça peut arriver dans ces maisons, certains d'entre vous le savent peut-être, suivant les époques de la vie, on change de chambre, on change de pièce et on les habite différemment. Donc là, je voudrais juste brièvement vous parler de quelques pièces qui ont eu des usages parfois particuliers. Donc
la première pièce dont je me souviens vraiment, c'est pas très différent de ce que vous avez entendu, même si c'est avec des variations. C'était dans une petite bibliothèque de mes parents, de ma mère en réalité, et tout de suite il y a un aspect vintage qui apparaît. Il y avait la fameuse 4 volumes de l'édition de 54 dont parlait Yannick, qui étaient les 3 volumes de À l'ombre des jeunes filles en fleurs et Albertine disparue, à côté des petits classiques du TNP de Jean Vilar et des Sagan, des François de Sagan, même époque, hein, Bonjour Tristesse, etc. Lecture de ma mère. Et donc, j'avais 16, je crois que j'avais 15 ou 16 ans, et j'ai pris À l'ombre des jeunes filles en fleurs par hasard, sans savoir vraiment ce que c'était. Et j'ai commencé à le lire, et j'ai été... donc, vous vous rendez compte, je suis rentré dans Proust par le dîner Norpois. Donc sans savoir, en découvrant que donc il y avait un personnage qui s'appelait Swann, qui était traité de snob et de puant surtout par enfin en tout cas qui est par discours rapporté par Norpois, et cette espèce d'admirable figure de Norpois, la figure qui reste pour moi la figure emblématique du vieux con. Donc j'étais littéralement, ce dîner ne m'est jamais, enfin c'est comme si ce dîner j'y avais personnellement assisté, comme peut y assister, aurait pu y assister un enfant, mais les enfants n'assistaient pas à ces dîners, ou un adolescent, c'est-à-dire sans savoir qui étaient ces gens, à part les parents évidemment, et de quoi ils parlaient. Vous voyez, avec quelque chose de tout à fait, et donc et par ailleurs le vocabulaire est entré en ligne de compte, puisque c'est là, si on reprend par exemple, vous savez, Françoise se déchaîne dans la cuisine et prépare d'abord un bœuf en gelée froid aux carottes. Et donc, le commentaire de Norpois, c'est « Vous avez un chef de tout premier ordre, madame ». Et ce n'est pas peu de choses. Moi qui ai eu à l'étranger à tenir un certain train de maison, donc toujours avec sa vanité, je sais combien il est souvent difficile de trouver un parfait maître-queux. Je ne savais pas ce que c'était. Premier mot que j'ai appris là. Ce sont de véritables agapes. Deuxième mot que je ne connaissais pas, que j'ai appris là, auquel vous nous avez conviés là. Ensuite arrivait je serais curieux de juger votre Vatel. Je ne savais pas qui était Vatel, et j'ai lu bien plus tard la lettre de Sévigné qui nous raconte son suicide. Maintenant, sur un mets tout différent, je voudrais par exemple le trouver aux prises avec le bœuf stroganoff, autre mot que je ne connaissais pas, et pour finir, un peu plus loin, il y a la fameuse salade aux ananas et aux truffes. Et donc là, il n'en reprend pas, enfin, il n'en redemande pas. La mère du narrateur insiste pour qu'il en reprenne. Et il dit « J'en reprends, madame, puisque c'est de votre part un véritable oukase ». Et dernier mot dont j'ignorais la définition. Donc, en fait, en 3 répliques, j'ai appris 5 mots. C'est pas mal. Donc, ça a commencé comme ça. Et ce récit, je saute dans le temps et je saute dans une pièce, m'a servi parce que bien des années plus tard, j'étais mon épouse de l'époque, qui était cubaine, était arrivée en France, et à un moment donné, d'une part, elle était psychologue, mais elle avait décidé en partie pour arrondir nos fins de mois, mais beaucoup par passion, elle était une très bonne cuisinière, de lancer une petite entreprise seule de cuisine à domicile. Je lui avais lu ce passage. Et il faisait écho à un auteur cubain qui est tout à fait prodigieux et qu'on a comparé avec ce que signifie de limiter les comparaisons de Proust cubain, José Lezama Lima. Et il y a un fameux chapitre dans son grand œuvre qui s'appelle Paradiso, le paradis, où il est question d'un festin extraordinaire où une série de mets arrivent et rythment la conversation, pas exactement, mais disons parallèlement à celle du dîner Norpois chez Proust. La différence, c'est que les mets de Proust sont absolument comestibles, tandis que chez les amas, ils sont, on va dire que ce sont en partie, progressivement, plus le dîner avance, plus ça devient des mets de parole. C'est-à-dire des choses qui sont absolument non cuisinables. Et on s'était confronté à ça, on avait lu les 2 passages. À partir de là, j'avais écrit un premier texte qui était littéralement un prospectus pour son entreprise. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à faire, à l'époque, de la cuisine à domicile, chez des gens qui auraient pu être les parents de Proust, c'est-à-dire des gens fortunés,
qui avaient les moyens de se payer de la cuisine à domicile. Donc Proust, là, est rentré, vous voyez, une pièce tout à fait particulière, je ne sais pas si on peut l'appeler la cuisine, l'entresol ou le salon, qui était un peu les trois. Donc ça a été vraiment voilà, une des expériences proustiennes que j'ai eues. La seconde, évidemment, ça a été que quand j'étais à l'université, j'avais une toute petite chambre de bonne de 7 mètres carrés, rue Notre-Dame-des-Champs. Et c'est là, finalement, assis littéralement sur le rebord de la fenêtre, vous savez, c'était des chambres toutes petites avec des très grandes fenêtres, où il faisait très froid. Et dès le printemps, je lisais, c'est vraiment là que j'ai lu ma seule lecture entière, directe, du début à la fin, de la recherche, qui m'a déterminé à cette époque-là. J'écoutais ce que disait Yannick. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, en particulier avec Albertine disparue, mais aussi évidemment La prisonnière, et tout le reste finalement, c'est l'expérience de la solitude et de la jalousie. Ça m'a profondément marqué. Je pense que ça a, à ce moment-là, beaucoup déterminé la tristesse qui s'unissait à l'extase que je pouvais avoir à cet âge-là dans les états amoureux, vous voyez. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais un ami à l'université qui, lui, était vraiment un archi-proustien. Et vous avez dû en connaître, et peut-être certains d'entre vous le sont, qui, à 20 ans, comme ça, tamisait le monde entier, tous les gens qu'il rencontrait, à travers l'œuvre de Proust. Hein. Il y a très peu d'œuvres, dans mon cas, il y a eu un peu Proust et beaucoup Balzac avant Proust. C'est-à-dire, celui-là, c'est un Charlus, celui-là, celle-ci, c'est une Guermantes, etc., etc., mais de manière très, très approfondie, jusqu'à, en réalité, en devenir un peu fou. Hein. Donc ça, c'était vraiment une expérience qui m'a énormément marqué, que je pourrais développer, bien sûr. Et puis, une troisième expérience auquel faisait allusion Antoine Compagnon, et qui renvoie à quelque chose que disait Alain, c'est évidemment la relecture que j'ai faite de certains passages quand j'étais à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, quand même pendant 3 mois et demi à peu près, dans le service de maxillofacial. Donc là, je dirais que là, j'y ai vraiment développé, d'une part, l'expérience du temps. L'expérience du temps chez Proust a été beaucoup étudiée, elle est très très complexe parce que c'est à la fois, il raconte le temps, il développe une conscience particulière du temps chez le lecteur, et par ailleurs, là, il la développait soudain chez le patient. Et les trois récits du temps, qui ne sont pas les mêmes, les récits et l'expérience du temps se confrontaient et se concentraient finalement dans un espace réduit qui était de nouveau une chambre, mais plus une chambre de bonne, mais une chambre hospitalière. Et évidemment, à ce moment-là, la réduction continuait, et j'en suis arrivé à lire La mort de la grand-mère, que je connaissais quand même vraiment très bien, et à la relire de manière, comme je l'ai écrit dans le Lambeau, obsessionnelle, hein, il faut bien dire, avant chaque redescente au bloc. Et en fait, les redescentes au bloc étaient quand même, en tout cas les 2 premiers mois, très fréquentes. Et donc c'était véritablement, je peux dire, une mise en condition. Et c'est là que ce que disait Alain me touche, c'est que c'était une mise en condition et en contradiction. Il y avait à la fois une sympathie énorme, parce que la compassion que je sentais que les gens éprouvaient autour de moi et qu'ils manifestaient quand c'était leur métier, les infirmières, les aides-soignantes, ma chirurgienne et d'autres, faisait écho à finalement ce que Proust montrait de l'amour qu'il avait pour cette grand-mère, et par ailleurs en opposition à sa vision de la médecine, et même plus généralement à sa vision de la solitude. Et un peu plus tard, quand j'ai commencé à écrire le Lambeau, là j'ai relu entièrement Le Temps retrouvé. Et là, alors là, j'étais vraiment dans une opposition très forte à ce que je lisais, une opposition évidemment admirative, mais enfin évidemment, en tout cas admirative. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois, je disais, mais non, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec cette perception, comment dire, du temps qui finalement isole. Je me souviens que quand je lisais le passage du Temps retrouvé, où le narrateur se voit dans le miroir à la soirée Guermantes, la dernière soirée, c'était intéressant parce que j'étais confronté
à une expérience où mon visage avait changé, mais pas à cause du temps, à cause de l'accident. Et je me souviens qu'en même temps, comme c'est le propre d'un grand auteur, la manière dont il développait ces lignes narratives et de réflexion m'obligeait à réfléchir à ce que moi j'étais en train de vivre. Et la question de savoir si j'étais d'accord ou pas d'accord avec lui, finalement, n'avait pas beaucoup de sens. Et en ce sens, je rejoindrais Alain, la littérature, c'est pas du tout une affaire d'opinion. C'est une banalité de le dire, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se demande s'il ne faut pas parfois insister sur des banalités. Et donc, voilà, ça a été vraiment une expérience très déterminante. Et depuis, j'en suis revenu, j'allais dire, à l'étiage, qui est que je le lis de manière... je musarde, c'est-à-dire, j'y suis vraiment comme dans la villa des courants d'air, et je passe d'une pièce à l'autre, je relis un chapitre, tantôt un livre entier, vous voyez. Et franchement, j'ai vraiment l'impression d'y être comme chez moi. Voilà, je m'y promène comme dans mes poches, qui sont sans doute crevées d'ailleurs, parce qu'on sait, on y met trop de pièces. Et toujours avec, comment dire ça, je disais le titre du livre de Lezama pour finir, Paradiso. Proust, c'est le paradis, parce que pour moi, il y a une, comme chez Balzac, mais d'une autre façon, une liberté complète. C'est absolument ce que j'attends d'un roman, d'une expérience de lecture romanesque, c'est-à-dire la liberté absolue de suivre chaque personnage sans avoir à les juger. Merci à vous quatre de ces premières interventions. Alors maintenant, comment pouvons-nous procéder? Soit vous posez des questions les uns aux autres. Moi, j'ai une série de questions que j'ai envie de vous poser. Mathieu aussi, je suppose. Peut-être que l'un des premiers points qui m'a frappé dans vos propos, c'est à la fois chez Alain et chez Philippe Lançon, c'est il y a ce que l'on n'aime pas chez Proust, ce avec quoi on est en désaccord. Et il y a ce qu'on aime. Vous n'avez parlé que de ce que vous aimez chez Proust, mais on n'aime pas tout chez Proust. On n'aime pas tout chez Proust. Et à la fois Alain et Philippe ont souligné des points de fort désaccord, de fortes contradictions avec Proust. Réfutation ou refus de la théorie proustienne de l'amour, ou réfutation de peut-être la philosophie du temps, à la fin, dans le temps retrouvé. Donc ce sont des désaccords qui ne sont pas négligeables, puisque, après tout, la première partie du côté de chez Swann, on a un amour de Swann qui est une théorie de l'amour. Hein, et clairement, vous n'êtes pas d'accord avec cette théorie de l'amour. Et donc, ça prouve qu'on peut résister à pas à des partis, mais peut-être à des opinions, peut-être à des théories, en tout cas à des lignes qui parcourent tout le livre et qui sont capitales dans la composition, dans la construction, et néanmoins admirer le livre au sens d'une véritable admiration. L'admiration n'exclut pas du tout des désaccords qui peuvent être très forts. Qui veut répondre? Je peux dire, Alain, ou je commence et puis... Ouais. Non, bien sûr, en fait, ce qui se passe, enfin, je trouve que là, on ne peut parler que pour soi, bien sûr, mais c'est que quand j'avais 20 ans, mais j'étais pas le seul, je me souviens, là-dessus, mes camarades, on aime quand même les théories. Et on est très sensible à leur charme, d'autant qu'elles sont mieux exprimées. Et Dieu sait si chez Proust, elles le sont bien. Donc, c'est en ce sens que je disais qu'au départ, ces théories sur la solitude, le malentendu, le mensonge, toutes ces choses-là m'ont marqué parce que j'étais dépourvu d'expérience, bien entendu, et parce que
croire finalement à cet âge que tout est masque, mensonge, etc., etc., c'est une sorte de crédit ouvert pour faire le malin. Se croire intelligent, croire qu'on en sait plus que les autres, voyez. Et donc, c'est aussi, autant comme disait Yannick, la recherche est effectivement un roman absolument initiatique, autant il faut une vie d'initiation pour se défaire progressivement de ces théories. Parce qu'effectivement, les théories se patinent confrontées à l'expérience, de même que l'expérience, et c'est pour ça que lire Proust est passionnant aussi, les expériences se prennent forme avec et contre les théories. Encore faut-il les avoir lues. Et les avoir même avoir été séduits par elles. Donc, vous voyez, il y a une dialectique qui fonctionne et tout ça marche dans les deux sens. Donc, et c'est en ce sens que, évidemment, avec un esprit aussi complexe et ironique que Proust, ce jeu-là prend toute une vie. On peut ne jamais en finir et ça fait partie du plaisir aussi. Hein. J'aime bien l'idée, en tout cas, avoir lu Proust, ça permet de faire le malin. Quoi. À 20 ans. À 20 ans, à la première lecture. C'est ça, la première lecture, on se croit plus intelligent, alors que précisément, c'est un procès de l'intelligence. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller à la seconde lecture. Attendez, si je bien parce que je vieillis, j'entends de plus en plus mal, bien que j'ai un appareil. Vous me demandez si lire Proust, ça permet de faire le malin, c'est ça? Si l'admiration permet la critique. Hein? Si l'admiration accueille la critique aussi, s'il y a des choses qu'on n'aime pas chez toi. Je vous interrogeais, oui, sur comment concilier cette admiration. Ah oui, d'accord. Et de très forts désaccords sur... le désaccord, il m'est apparu peu à peu. Quand vous lisez Proust pour la première fois, vous ne vous demandez pas si vous êtes ou non d'accord avec lui, vous êtes submergé, c'est une œuvre qui vous transcende. Et puis, peu à peu, je me suis rendu compte, justement, que Proust ne permettait pas, sur cette question essentielle de l'amour, de lire en moi-même. Et qu'au contraire, je lisais mieux en moi-même en lisant Proust parce que je m'opposais à lui. Pas seulement à lui, d'ailleurs, quand je dis qu'il y a dans l'amour une part d'admiration, qu'il faut concevoir l'amour, on peut concevoir l'amour, où il peut arriver que l'amour soit une modalité de la connaissance, je m'inscris en faux contre toute une tradition qui remonte au moins au romantisme. Proust radicalise le subjectivisme, mais il ne l'a pas inventé. Et d'ailleurs, je me trouve dans la situation, justement, je lis des romans, non pas des romans d'amour, mais des romans qui me parlent de l'amour. Je ne suis jamais complètement satisfait. Alors comment vais-je faire pour combler cette lacune? Certainement pas en écrivant un roman, mais peut-être un jour en écrivant quelques pages sur cette question, nourrie de mes lectures, mais aussi de ma propre expérience. Alors, l'admiration, elle est présente parce que l'œuvre de Proust ne se réduit pas à sa théorie, il faut bien appeler les choses par leur nom, sur l'amour. Sur l'amour, c'est un théoricien, c'est même un doctrinaire. Son œuvre est extrêmement riche, mais de toute façon, Proust, ça, on peut tous l'admettre, Proust n'est pas Tchekhov, il n'est pas habité par une bienveillance, une compassion infinie pour le genre humain. Proust a la dent dure. Ça, vraiment, mais justement, c'est aussi l'agrément de sa lecture. Moi, je suis très frappé quand je relis Proust, partiellement en tout cas, par sa vis comica. Comme il a la dent dure, je crois que c'est l'auteur
le plus drôle, l'un des plus drôles de la littérature française. Il est plus comique encore que Molière. Voyez ce qu'il dit de Legrandin, le snobisme de Legrandin, et puis ce passage absolument extraordinaire de Françoise. Françoise, le narrateur la voit dans l'arrière-cuisine qui donne sur la basse-cour en train de tuer un poulet. Elle est exaspérée par sa résistance, au demeurant bien naturelle. Hors d'elle, elle crie « sale bête », tandis qu'elle cherche à lui tordre le cou. C'est une situation inouïe. Et puis, il faut dire aussi autre chose, là, qui est terrible, presque douloureux. C'est la visite que va faire Swann à la duchesse de Guermantes et au duc Bazin, pour leur annoncer qu'il va bientôt mourir. Il est mourant. Eux se rendent à un dîner. Et d'abord, le duc de Guermantes dit à sa femme de se presser parce qu'ils vont être en retard. Ensuite, elle n'a pas mis les bons souliers, mis des souliers rouges qui n'allaient pas, je crois. Donc, elle lui demande de remonter et se changer. Elle se change, etc. Et à la fin, ils prennent le fiacre et Bazin quitte Swann en lui disant « Vous en faites pas, vous nous enterrerez tous ». Je cite de mémoire. C'est une scène absolument extraordinaire, d'une méchanceté inouïe, et parce qu'elle est méchante, elle est extrêmement drôle. Et puis, l'admiration aussi, elle va intégralement à la matinée des Guermantes, l'extraordinaire chorégraphie de ces personnages vieillis. Évidemment, ça me renvoie à ma propre situation, mais donc voilà, je pourrais énumérer les raisons d'admirer Proust. On l'a dit, c'est une cathédrale. Son œuvre ne se réduit pas, loin de là, à sa théorie sur l'amour. Donc il y a des moments où je discute avec lui, où je me dispute comme Berne, et il y a d'autres moments, les plus nombreux, où je suis submergé de gratitude. Merci, madame. Nathalie, vous voulez reprendre? Non, je voulais juste dire que moi, ma première lecture, c'est vrai que l'amour m'avait beaucoup requise, comme dirait Yannick, et la jalousie, la passion, mais je crois qu'il y a une expérience de l'amour dans Proust qui n'est pas du tout la vôtre, Alain, c'est-à-dire que c'est toujours une passion juvénile, même quand le narrateur est plus âgé et quand les personnages sont plus âgés. Mais ce n'est pas une expérience de l'amour dans la durée, jamais. Donc en fait, tout ce qui vous contrarie et tout ce avec quoi vous êtes en désaccord, à mon avis, relève du fait que ce n'est pas du même type d'amour que vous parlez et dont lui ferait cette théorie. Il est plus dans une passion juvénile entre les personnages que dans un amour durable qui se construit au fil de la vie. Il n'y en a pas du tout, en fait, dans son livre. Et j'imagine dans sa vie non plus. Et ce que je voulais juste dire, c'est qu'à ma deuxième lecture, en fait, l'amour m'a exaspérée. C'est-à-dire que je passais un peu vite sur tous ces passages relatifs à la jalousie en particulier. Et c'est la politique, en fait, qui m'a sauté aux yeux et qui m'a le plus émue. Et en particulier l'affaire Dreyfus et dans tout le côté de Guermantes. Oui, c'est vrai qu'à chaque lecture, on accroche à des passages différents. Yannick, quels sont vos points de désaccord avec Proust? Oula. Si vous en avez. Oh, j'aime tout dans Proust, mais ou plutôt je pourrais dire que je suis même comblé parce que je n'aime pas. Comment? J'aime tellement Proust que je me sens comblé par ce qu'en lui je n'aime pas. C'est-à-dire que je trouve effrayant, absolument effrayant, c'est un pur cauchemar ce qui se passe avec Albertine. Enfin, c'est-à-dire, de fait, le narrateur semble tellement avoir une phobie du grappin, enfin, que lui-même va confondre l'amour avec la possession. Enfin, c'est ce qu'on appelle la jalousie. Mais quand on lit à froid, si je puis dire, quand on prend les pages comme ça, on ouvre souvent Proust sans tout relire. Quand on prend des pages d'Albertine disparue ou de La prisonnière sur cette question-là, si c'était pas Proust, on aurait l'impression que c'est un monstre qui est en train de parler. Enfin, la réification de cette jeune fille, la manière dont il essaye de faire qu'elle n'existe pas en dehors de lui, est proprement, enfin psychologiquement douteuse. Mais il n'empêche que même ça,
Je ne suis pas d'accord, comme on dit. C'est-à-dire que ça m'est totalement étranger. Non seulement je ne comprends pas ça, mais je suis contre. Même ça, j'aime le lire, parce qu'évidemment, le vertige est quasi féerique dans l'auto-ironisation du monstre, parce qu'il s'agit quand même de ça. Hein. Il s'agit dans l'initiation, comme vous le savez, dans la forêt initiatique, on croise des monstres qui ne sont jamais que des images de nous-mêmes qui sont aggravées. Comme vous le savez, les nymphes sont étymologiquement des dragons, ou les dragons sont des sources. Enfin, et je trouve qu'il y a... Parfois, ça m'est arrivé de penser à Proust comme à la recherche comme à un immense conte de fées pour adultes, où effectivement on est bien souvent en enfer. Enfin, c'est l'enfer. La vision qu'il a de l'amour est totalement infernale. Et de fait, à la fin, on est chez les morts. Enfin, on est chez Hadès. Enfin, le bal de tête, comme il dit. Enfin, on a l'impression d'une exécution collective. Ça relève du versant pas seulement nocturne, mais de la féerie noire. Et c'est aussi toute la puissance dramatique de Proust. Moi, je pense qu'un grand écrivain, c'est quelqu'un qui est allé chez les morts et qui en revient. Enfin, Deleuze dit qu'un grand artiste a les yeux rouges, et c'est à cela qu'on voit, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est à cela qu'on voit, c'est l'insomnie sans doute, mais c'est à cela qu'on voit qu'il revient de chez les morts. Il y a ce savoir inqualifiable, terrible, inappropriable que possède Proust. Je repense à l'amour, parce que c'est le... Je pense qu'il n'y a pas de littérature sans amour. Il n'y a pas de grand roman sans amour. Et où est l'amour, alors, chez Proust? Je pense que qu'on n'écrit pas de littérature sans aimer quelque chose dans le monde. Et donc, je vous pose la question pour votre Proust, puisque vous dites il n'y a pas de littérature sans amour, c'est ça? Et où est l'amour chez Proust? Ah. On ne peut pas écrire de la littérature avec cette constante méfiance, jalousie. Il y a quand même une nécessité de confiance quelque part. Il y a chez Proust un pessimisme radical. Comme Céline, et d'une toute autre manière, il ne cesse de dénoncer l'imposture du lien humain, parce qu'il faudrait aussi lire les pages consacrées à l'amitié. Pas de place vraiment pour l'amitié dans l'œuvre de Proust. Enfin, s'il y a une place, effectivement, mais c'est superficiel, c'est mensonger, ça fait encore partie du mensonge. Alors, il y a l'amour de la grand-mère, il y a aussi l'amour de l'art, qui est une chose absolument capitale chez Proust, l'amour des paysages, mais je repense également à une polémique adjacente que Sartre a eue avec Proust. Vous savez, il a écrit un article dans Situation 1 sur l'intentionnalité. Il célèbre Husserl. Et cette phrase qui a l'air tellement anodine, toute conscience est conscience de quelque chose. C'est le quelque chose qui compte. C'est le quelque chose, c'est-à-dire la conscience. Et il y a différentes modalités de la conscience, différentes modalités affectives de la conscience, les Stimmung, les dispositions d'âme, et qui sont toutes une manière, une relation avec l'extériorité, avec la réalité. Et donc il dit, par Husserl, il a cette phrase qui a fait bondir Bernard de Fallois, « Nous voilà délivrés de Proust ». On aime une femme, on aime une femme. Eh oui, on l'aime parce qu'elle est aimable. On l'aime parce qu'elle est aimable. Nous voilà délivrés de Proust, c'est une phrase absurde. Personne ne peut même comparer les chemins de la liberté et la recherche du temps perdu. Mais
c'est très intéressant quand même, parce que Sartre, dans son essai sur l'imagination, développe une idée tout à fait paradoxale, singulière. Il est contemporain du surréalisme. L'imaginaire est pauvre. Voilà la grande idée de Sartre. Le réel est toujours plus riche que l'imaginaire, parce que l'objet irréel n'est jamais plus que ce que nous savons de lui. Et alors que chez Proust, l'individu ne sort quasiment jamais de lui-même, sauf peut-être grâce à l'art. Berle parle d'onanisme halluciné. En tout cas, il y a une sorte de solipsisme chez Proust. Et Sartre dit, chez toute personne qu'on aime, en raison même de sa richesse inépuisable, il y a quelque chose qui nous dépasse, une impénétrabilité qui exige des efforts toujours renouvelés de compréhension. On peut dire ça, c'est-à-dire que l'amour célèbre l'excès de l'autre sur l'image qu'il nous laisse. Voilà. C'est une réalité en fait qui nous déborde. Voilà aussi une réponse possible à Proust. Et voilà ce qui donne un peu de sens à la polémique que Sartre a voulu engager contre lui. Et évidemment, aller jusqu'à croire qu'on peut se délivrer de Proust, c'est absurde, parce que la phrase de Barthes reste vraie à plus d'un titre. C'est une consultation biblique, c'est la rencontre d'une actualité et d'une sagesse. Mathieu, vous voulez... Oui. Oui, c'est à moi. Ça devrait marcher, oui. À vous écouter tous les quatre, c'est surtout l'aspect moraliste de Proust qui vous intéresse. Et j'aurais aimé vous entendre, Yannick Enel en a un peu parlé, mais sur tout ce qui est plus contemplatif dans les descriptions, le Proust plus poétique, ou éventuellement, même sur son écriture. Ce matin, Jean-Yves Thadier parlait de la phrase courte. C'est vrai qu'on ramène souvent Proust à son style. Voilà, savoir un peu l'un et l'autre ce que vous en pensiez. Nathalie. Oui, en fait, tout à l'heure, Antoine, vous avez reparlé du petit pan de mur jaune. Et c'est vrai que chez moi, c'est un peu une obsession, ce constat que Bergotte fait devant ce tableau de Vermeer et qui lui fait penser qu'il a peut-être écrit trop sec. Et c'est vrai que chez Proust, il y a cet alliage, je trouve, parfait entre l'analyse cérébrale et la sensualité de la phrase. Et j'ai l'impression qu'il n'écrit jamais trop sec. Or, pour ce qui me concerne, j'ai toujours peur d'écrire trop sec parce que j'ai toujours peur d'écrire trop analytique. Et c'est vrai que je me ressource aussi à ça pour essayer de rendre les choses sensitives, sensuelles comme elles le sont chez lui. Et ce petit pan de mur jaune est une sorte d'aiguillon et de boussole aussi en permanence. Donc, je n'étais pas là pour écouter l'exposé sur la phrase courte. Je crois que la phrase longue est quand même une tendance plus... Alors, je ne sais pas ce qu'a dit Jean-Yves Thadier à ce sujet, mais il me semble quand même que la phrase dans laquelle on s'installe et dans laquelle on est transporté, véhiculé pendant plusieurs lignes est une phrase plus fréquente. Et c'est vrai que j'aime m'y retrouver. Et je me dis souvent qu'il faut écrire comme ça, mais qu'on ne peut plus écrire comme ça. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire que on peut pas écrire comme Proust a écrit, et pourtant il faut écrire comme ça. Donc je m'égare un peu à l'intérieur de cette aporie, et elle est en même temps tout à fait nourrissante pour moi et permanente. Vous avez terminé votre intervention tout à l'heure en disant si je n'avais pas lu Proust, je n'aurais pas écrit. J'avais envie de vous interroger sur exactement oui, alors, le sens que vous donnez à cette proposition. Oui, je vais vous répondre, mais pour finir sur ce que je viens de dire, en fait, je pense à une chose. J'ai traduit il y a très peu de temps un roman de Virginia Woolf qui avait une admiration éperdue pour Proust.
Et je me suis rendu compte en la traduisant qu'elle n'avait pas la puissance de Proust. Pourquoi? Parce qu'elle a une puissance sensitive très grande, elle a une poésie, une sensualité qui est évidemment musicale, harmonique, enfin voilà, il y a un charme qui existe dans son écriture et auquel je suis évidemment très sensible, mais elle n'a pas la puissance de Proust, c'est-à-dire elle n'a pas la puissance analytique de Proust, elle n'a pas l'intelligence, je pense, cérébrale de Proust qui est vraiment tout à fait exceptionnelle. Et je pense qu'elle-même en était consciente. Et elle l'a souvent dit d'ailleurs dans ses journaux et à ses interlocuteurs. Je pense qu'elle courait après ça, mais comme elle disait elle-même, elle restait tremblante au bord de ça. Et elle avait conscience qu'elle ne l'atteignait pas. En ce qui me concerne, oui, je pense que je n'aurais pas écrit parce que, comme je vous l'ai dit, c'était mon grand initiateur. Donc il m'a vraiment emmenée dans le monde de la littérature d'une manière très intime. Et j'ai compris à travers lui ce que je comprendrai plus tard à travers d'autres auteurs, évidemment, à savoir que le roman était une torche et que pour moi c'était un instrument d'analyse et de connaissance. Et que je m'aventurerais toujours du côté de la littérature, mais sans me considérer comme une conteuse, par exemple. Et c'est ce que j'aime chez Proust, c'est que pour moi, il n'est pas un conteur, il est un narrateur. Et j'ai une affinité particulière avec ce genre de littérature. Et j'ai compris en le lisant qu'il y avait un chemin pour ça et que je n'en aurais jamais fini de l'arpenter et de le parcourir et de le découvrir. Donc, je crois que sans cette confiance dans l'alliance qu'on peut faire entre l'intelligence et la poésie, je n'aurais jamais écrit, je le redis. Mais vous avez dit aussi tout à l'heure, je ne sais plus si c'était ici ou quand on a échangé quelques mots juste avant, vous avez dit que vous aviez le sentiment que les jeunes écrivains ne lisaient plus Proust. Alors c'est très empirique, peut-être en dehors. Oui. Mais alors à ce moment-là, j'ai envie de vous demander, et quelles sont les conséquences pour la littérature ? Qu'on va être les derniers villageois. Mais non, je ne sais pas, je ne veux pas non plus être aussi pessimiste que ça, mais j'ai le sentiment empirique qu'ils le lisent moins qu'à mon époque on le lisait, et que de toute façon, même ceux qui voudraient le lire ne pourront peut-être pas le faire parce que les cerveaux sont modifiés. Et je vois même, moi-même, je suis en train de lire Anna Karénine, j'ai un mal de chien à me concentrer longtemps, en fait. Donc, je comprends que les jeunes aient du mal à le faire parce qu'il y a des compétences cognitives qui sont modifiées par la société, par les pratiques, etc. Et donc, si on ne lit plus Proust, ben, je ne sais pas ce qu'on lira. On lira sûrement d'autres choses. Mais disons que si pour nous il a été une sorte de sésame et de guide permanent, les jeunes générations s'en trouveront sans doute d'autres. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues. Qu'en pense Yannick Guénel ? Moi je pense qu'il... Vous aussi vous diriez, si j'avais jamais lu Proust, j'aurais jamais écrit ? Oui, je pense, il n'a pas été le catalyseur. Mais c'est vrai que sans lui, l'écriture semble... Il parle à un moment d'une vocation invisible. Il me semble qu'il est, peut-être avec Flaubert, celui qui nous enjoint d'y croire, d'y passer tellement de temps à fourbir des phrases. Et c'est vrai que je pourrais dire aussi, que, comme Nathalie, la lecture de Proust et l'écriture, c'est presque synonyme. Je crois que Duras disait ça, elle disait, j'ai retrouvé cette phrase, quand on lit Proust, on l'écrit. Ça a l'air un peu prétentieux comme ça, mais c'est pas qu'on le modifie, mais c'est qu'il y a une espèce de proximité identificatoire qui fait qu'on se met à écrire. Moi je sais que, là encore récemment, l'année dernière, quand j'écrivais ce roman sur le banquier un peu fou, je me mettais à lire une page d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs et j'étais en état d'écriture et je me mettais à écrire un peu de manière proustienne, à étirer justement de manière illimitée ce poudroiement que je cherche dans ma vie. J'aimerais pouvoir écrire sans m'arrêter 12 heures, 14 heures, 15 heures par jour. C'est quand même l'exemple même de cette interminable agonie effervescente de Proust, écrivant pendant des années jusqu'à en perdre le souffle. C'est tout à fait inégalable.
j'aimerais être capable de mettre un mot sur chaque seconde que nous vivons, enfin. Et c'est en cela que je pense que dans Proust, il n'y a que de l'amour. Au sens où l'amour, c'est l'attention, enfin, c'est la philosophe Simone Veil qui dit ça. Être attentif à la couleur de vos robes, de vos pulls, de cette bouteille d'eau, du léger bruit d'un téléphone qui vibre. Dire tout ça, saturer l'atome, comme dit Virginia Woolf, tu parlais de Virginia Woolf, saturer l'atome. Il y a de l'amour là-dedans, parce que le contraire de l'amour, c'est de se détourner de ce qui nous met en vie, et s'y rendre disponible comme ça, avec une nécessité inflexible, c'est de l'amour. Moi, je pense j'ai été prof pendant 17 ans au collège, et dans un collège au Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le truc, quoi. Bon, c'était très athlétique. Je venais de passer l'agrégation, j'avais en tête Mallarmé et Derrida, et j'arrivais, et j'ai fait annonner des petites récitations à des sixièmes, pour lesquelles il était déjà difficile qu'ils restent sur leur chaise assis 50 minutes. Et parce qu'un cours d'1 heure, ça n'existe pas, c'est 50 minutes en fait, mais ils ne restaient pas assis. Et j'ai vu à quel point il y a de l'amour, enfin. Mais il y a un amour sans objet qui est dirigé vers, je ne sais pas quoi, je donnais des textes, enfin. Alors, j'ai jamais donné Proust. Mais je dis tout ça parce que je me rends compte très bien qu'il y a un appauvrissement du langage chez nous, mais ce n'est pas la faute des êtres, si je puis dire. Pour moi, cet appauvrissement, il est organisé. Et j'entendais Elon Musk, vous allez me dire qu'est-ce qu'il raconte, il parle de tout, n'importe quoi. Mais Elon Musk ose dire, il y a encore quelques mois, que bientôt nous n'aurons plus besoin du langage. On parle là, entre nous, de quelque chose qui est l'un des états du langage les plus vibrants, les plus ouverts, les plus amoureux, les plus riches. Et quand on organise la planète à travers toutes sortes de réseaux de communication afin qu'elle se passe du langage, effectivement, c'est là que Proust et les autres semblent devenir préhistoriques. Et je pense que cet appauvrissement qui nous rend Proust peut-être de plus en plus lointain, comme une planète palpitante, il n'est même pas de notre sort, en fait. Il y a une résistance politique qui consiste à lire. Voilà. Ce que dit Philippe me touche énormément. Enfin, les heures qu'il a passées à lire Proust, enfin, dans un état effectivement extrême et dans des circonstances très extrêmes. C'est là où quelque chose se sauve, j'ose le mot, parce qu'il est employé par Proust tout le temps. Il se pose la question du salut personnel, avec ou sans Dieu. Hein. Quelque chose se sauve d'un amour du langage qui est la vraie politique. Voilà. Ben, c'est l'affaire de chacun. Merci, parce que vous avez répondu à la question que j'ai posée tout à l'heure sur l'amour. L'amour du monde, l'amour du langage, sans quoi il n'y a pas de littérature. Mais oui, allez-y si vous voulez, intervenez. Je voyais que vous preniez des notes, vous avez quelque chose à dire. J'espère que je ne vais pas intervenir à trop mauvais escient, mais parlez dans le micro. Avec ma surdité. Mais deux de mes romanciers préférés sont Henry James et Proust. Et ils ne cessent de se battre en moi pour avoir la prééminence. Tous deux, avec une virtuosité étourdissante, ils font accéder au langage les nuances, les distinctions les plus subtiles. Et c'est en effet pour la nuance que nous avons besoin du langage et surtout de la littérature. Et effectivement, il s'agira peut-être, dans les temps à venir, de sauver la nuance. Mais aujourd'hui, je dois dire que c'est un peu James qui l'emporte parce que il veut sans cesse préserver le particulier du général.
Proust découvre ou croit découvrir les lois de la vie. D'ailleurs, il le dit, on m'appelle fouilleur de détails, en fait, je recherche les lois. Henry James, c'est l'homme de la jurisprudence. Et Marc Fumaroli disait que la littérature est la jurisprudence de la vie humaine. Mais là, on est vraiment sur les sommets. Et demain, peut-être, Proust va-t-il reprendre la tête dans mon esprit. Mais je suis habité par ces deux auteurs, et notamment parce que, comme je l'ai dit, ils ont porté la nuance à une sorte de paroxysme. Donc c'est pas la théorie qui l'emporte chez Proust, mais c'est ce que vous suggériez tout à l'heure. On peut. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est même pas la théorie qui l'emporte. Chez Proust? Oui. Ah non, c'est-à-dire que sinon, quand on a 20 ans... La théorie l'emporte parfois, mais on ne peut pas... L'œuvre de Proust est tellement profonde et tellement riche qu'elle déborde la théorie. Même parfois la théorie sur l'amour, parce que justement dans la matinée des Guermantes, il y a une Odette est présente, et Proust nous dit au détour d'une phrase qu'elle avait porté le deuil de Swann et qu'elle avait été extrêmement malheureuse à la mort de Swann. Donc il y a ce qui indique quand même aussi une certaine réciprocité dans l'amour. Non, la théorie est là, mais l'œuvre n'est pas réductible à la théorie qui l'anime. Oui, je reviens à la question de Mathieu sur l'écriture. Je rebondis sur quelque chose que disait Yannick, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que c'est comme lui, que c'est un tableau de l'enfer. Et là où l'amour se porte, c'est-à-dire partout, c'est par l'écrivain. C'est-à-dire que cet enfer, il en fait un paradis pour le lecteur. Il faut le faire quand même. Parce qu'en vérité, c'est vrai que quand, avec le temps, on repense à chaque scène, chaque situation, chaque manière dont chaque personnage est systématiquement désenchanté socialement, psychiquement, dans ses relations aux autres, dans la recherche, ce qui est fascinant, c'est que ce désenchantement permanent est un enchantement pour qui le lit. Et c'est ça qui est l'une des forces de Proust, et c'est là que se manifeste son amour. C'est-à-dire, Yannick parlait de la tension, effectivement, chaque personnage, aussi tragique soit-il, puisque d'une certaine façon, il y a ceux qui ne sont que ridicules, et puis il y a ceux qui sont tragiques, d'une manière ou d'une autre, et parfois qui sont ridicules et tragiques. Mais chaque personnage, cependant, a toutes ses chances. Dans notre cœur, dans notre conscience, parce que tout simplement ils existent, et ils existent parce que effectivement c'est un prodigieux auteur comique. Ça, je suis bien d'accord avec Alain. Ça, moi j'adore la première soirée de chez Guermantes, que je pourrais relire 200 fois en souriant ou en riant sur les moments, toujours de la même façon. Vous voyez, je pense ne serait-ce qu'à ce personnage dont le nom m'échappe maintenant, mais qui arrive et qui est seul. Ça nous est tous arrivé un jour dans une soirée, mais pas à ce point-là. Donc lui, c'est vraiment un enfer, et qui donc fait semblant de connaître quelqu'un à l'autre bout de la salle, et qui part à l'autre bout de la salle, et puis quand il est à l'autre bout de la salle, il recommence dans l'autre sens. Vous voyez, et en même, voilà, il arrive à faire. Enfin, si on se met dans la situation, on comprend que c'est vraiment épouvantable. Donc il arrive à nous faire sentir cette intériorité, et en même temps c'est drôle, c'est-à-dire on est en même temps le public qui rigole de ça comme à Guignol. Voilà, il y a très peu d'auteurs qui parviennent à faire ça. Et la deuxième chose sur l'écriture qui pour moi est fondamentale et m'a, je ne sais pas dans quelle mesure, mais énormément influencé, c'est évidemment l'ironie.
C'est-à-dire, l'ironie, ce n'est pas quelque chose où on se croit supérieur. C'est pas ça du tout. C'est un phénomène qui entre dans la phrase et qui permet de révoquer en doute tout le récit et toutes les affirmations qu'on est soi-même en train de faire. Révoquer en doute et à chaque fois y ajouter des nuances qui permettent de faire un très léger pas de côté à l'intérieur même de ce qu'on est en train d'écrire. Et donc, avant d'être... ça peut être évidemment une posture, mais évidemment, chez Proust, ce n'en est pas une. C'est quelque chose de vital et qui a trait à l'existence même et au regard. Et on pourrait vraiment faire des... Moi, je vois souvent comme vous voyez, un couple de tango, et de temps en temps, ils dansent avec Balzac pour ce qui est de l'ouverture sociale, et de temps en temps avec Kafka, pour cet humour sur fond infiniment pessimiste, humour juif aussi, de la dérision qui travaille la phrase énormément et auquel moi je sais que je suis énormément sensible et dont je regrette beaucoup que si peu d'écrivains, et pour ne pas parler des journalistes, le soient. C'est-à-dire, vous voyez, cette manière d'abord de faire attention aux autres, mais à soi-même aussi, dans le récit qu'on fait des autres. Vous voyez, et l'ironie, c'est aussi ça. Hein. C'est pas monsieur qui lève le nez en regardant les autres de haut. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas ça. Et c'est ce que Proust m'enseigne à sa façon. Donc ça, ce sont des pratiques, d'où cette phrase, effectivement, qui passe son temps à, en quelque sorte, mais avec quelle virtuosité, à se corriger elle-même. Proust ne cesse de se corriger dans l'action même de la phrase qu'il est en train d'écrire. Il faut le faire. Hein. Donc, voilà. Alors après, c'est un... Comment vous dire, ce n'est pas un programme qu'il dicte, mais c'est une influence, c'est une compénétration quand on écrit, et en tout cas quand j'écris, qui est forcément toujours présente à mon esprit. Ça, c'est sûr. Donc, finalement, je m'aperçois qu'au fond, j'ai une détestation de la bonne conscience, voyez, et du premier degré, tout en sachant parfaitement que j'en suis aussi victime, bien entendu. Je pratique aussi la bonne conscience et le premier degré. Et Proust est entre autres, par l'écriture et la lecture, puis dans ce qu'il peut enseigner, pas pour faire comme lui, mais peut m'enseigner à purger un petit peu cette bonne conscience, cette certitude, etc. Alors ça a l'air d'être contradictoire avec ce qu'on disait de la théorie, mais même si on entrait dans ces théories, il est beaucoup plus... il est à la fois très dur et effectivement très doctrinaire, comme disait Alain, mais en même temps, à l'intérieur de ça, sa phrase dynamite en permanence ses propres doctrines. Donc c'est en ça qu'il est vraiment très, très fort, hein, aussi. Voilà. Alors, Proust est votre démon de Socrate? Il est toujours là. Oui, il est une sorte d'ange gardien ou de démon qui rend vigilant. Oh bah, il y a un petit sourire avec un sourcil relevé qui est toujours là pour... même on lit la recherche, mais dans ses lettres aussi, c'est-à-dire toujours cette espèce de manière de dépouiller les apparences et les attitudes des uns et des autres. Et donc, au lieu de se dire les attitudes, la vanité, et puis la manière d'être des uns et des autres, oui, mieux vaut commencer par se l'appliquer à soi-même, et en particulier quand on écrit. Il est intéressant de remarquer qu'au moins 2 d'entre vous êtes entrés dans Proust dans le désordre, pour reprendre votre expression. Vous avez commencé par Les Jeunes Filles, puis Albertine Disparue, c'est ça, et Yannick aussi. Et alors que c'est traditionnellement le type de livre qu'on lit en suivant la chronologie, ce que vous avez fait. Oui, et vous aussi. Et c'est plutôt la relecture qui permet plus de butiner, ou une lecture qui musarde, pour reprendre votre expression. Et j'étais curieux donc de cette lecture dans le désordre,
Parce qu'on est déjà assez perdu quand on rentre dans Proust. Alors si en plus on le prend un peu au hasard. Oui, ça m'est arrivé 2 fois. Donc la toute première lecture était dans le désordre pour des raisons liées à ma vie d'étudiant. Enfin, je rencontrais Proust par hasard avec Albertine disparue, donc j'ai continué La prisonnière. Et puis après, ça a été au gré des petits livres, enfin des folios. Mais il ne m'est pas... Comment dire? J'avais le souci peut-être de rectifier en cours de route le tir, c'est-à-dire de revenir en arrière, de comprendre. Mais il se trouve que cette 3e lecture qui est en cours, je ne l'ai là à 55 ans. Précisément, j'ai pris soin de ne pas la commencer au début. Peut-être parce que du côté de chez Swann, mais peut-être je vais dire une hérésie, du côté de chez Swann me lasse à force. J'ai l'impression de bien connaître ce qui s'y trame et ça m'intéresse moins, disons. Et à partir du moment où arrive la perversion, c'est-à-dire à partir du moment où Charlus apparaît à Balbec, et où il va le contaminer comme un virus d'ordinateur, il contamine toute la recherche. Alors là, je me dis, tiens, c'est comme dans les James Bond, le méchant, il faut qu'il soit vraiment bon, quoi. Et bon, Charlus, il est épatant. Je dis pas qu'il n'est que méchant, mais il vient quand même distordre, comme dans une figure de Bacon, il vient distordre la petite théologie catholique que Proust fait mine d'établir au début de la recherche, enfin dans le petit village à Combray, avec les figures quasi mariales des tantes. Et bon, alors du coup, oui, moi je m'en fous, enfin, c'est Barthes qui parle de prise de lecture. Et j'aime ça. Et alors chez Proust, on ne va pas lire comme Barthes faisait de La Bruyère, puisqu'il dit ça à propos de La Bruyère, on ne va pas lire 1 ou 2 pages ou 3-4 aphorismes. On s'embarque. Mais c'est vrai que peu importe le point de départ, puisqu'on en connaît assez pour être heureux de s'y perdre. Alors c'est vrai que de temps en temps, je ne sais plus qui est qui, mais là aussi, bon, écoutez, vous savez, franchement, c'est comme dans la vie, je me dis, je ne reconnais plus quelqu'un qui me dit « Ah bonjour Yannick », je dis « C'est qui déjà ?» C'est affreux, enfin, c'est aussi une scène proustienne. Même quand on le lit dans l'ordre, on oublie qui est qui. Bien. Mais voilà, il est essentiellement poétique pour moi, pour essayer de répondre plus sérieusement, enfin. La dimension intérieure du langage qui est sans cesse obstinément requise à chaque page de Proust pour essayer d'aller vers une vérité, enfin, qui ne cesse de s'échapper et dont Proust lui-même ne cesse de rire à chaque phrase, eh bien, fait que pour moi, même s'il y a une narration qui ne cesse d'être arrêtée, enfin, reprise, montée, démontée, l'architecture n'est pas du tout linéaire, on le sait tous. Eh bien, ça ne cesse de me dire, je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase d'ailleurs, mais ça ne cesse de me dire que c'est la poésie qui compte. Et même dans une enfilade de salons, lors des interminables soirées guermantes, où vont se succéder divers personnages, dont certains, on ne sait même plus ce qu'ils font là, c'est le bruissement lui-même, enfin, des phrases qui... Enfin, je ne sais pas comment vous faites, mais j'ai l'impression de lire... Comme quand j'ai envie de lire Michaud, comme quand j'ai envie de lire Rimbaud ou Paul Celan, enfin, je tiens comme ça. Avec Proust, je tiens un peu plus, mais 1h30, et ça me plaît. J'aime relire les phrases que j'ai soulignées. Je ne sais pas si vous soulignez, vous, mais moi, je retrouve des phrases que j'ai soulignées au crayon, donc de ma première lecture. Il y a une espèce d'archéologie du plaisir aussi. Et là, j'en ai recopié certaines, parce que je me disais que peut-être j'aurai l'occasion de le dire. Et les choses que je soulignais, et que je ne cesse de souligner et de relire, c'est de la poésie pure, c'est des petits morceaux, c'est espace transparent et azuré. Ou alors, une brune au teint éclatant, un peu plus loin, flocon d'écume, un peu plus loin, le secret de volupté, un peu plus loin, un couloir bleuâtre et or, et puis une dernière, une ciselure précieuse et un écrin de velours. Voilà ce que j'aime dans Proust. Donc ça n'a pas besoin de continuité. Mais... Je voudrais vous poser une dernière question. Avez-vous été sensible à cette sorte d'extraordinaire
panthéonisation de Proust que nous avons traversée en 2021-2022 et comment réagissez-vous? Quel jugement portez-vous sur cette sorte de monopole que Proust a l'air d'exercer aujourd'hui sur la littérature française? Nathalie, je vois que vous voulez parler. Et moi, je m'en félicite, mais je pense que c'est un monopole qui, à l'intérieur, est plein de fissures. C'est-à-dire qu'il y a quand même des guerres de succession, il y a quand même des polémiques, il y a quand même des tiraillements. Et c'est normal, parce que l'œuvre accueille tout ça bien amplement. Mais à côté des expositions que vous avez contribué à organiser, il y a tout un tas de livres qui ont fleuri et qui disaient non, Proust n'est pas ceci, non, Proust n'est pas cela, etc. Donc j'ai l'impression que depuis que Proust est entré dans l'histoire littéraire, il a de toute façon nourri des polémiques, des désaccords, des concurrences d'appartenance. Enfin, chacun tire un peu la couverture à lui. Mais moi, je m'en félicite d'autant plus que j'ai l'impression que ça ne va pas durer. C'est-à-dire que je pense que c'est un monopole fragile, et c'est une œuvre fragile de par son ampleur, sa grandeur et l'exigence qu'elle demande. J'avais dit ça il y a 30 ans. Ça dure encore. Dans l'article que j'avais écrit pour les lieux de mémoire de la France, où je pensais que, donc je crois que c'était il y a 30 ans, où je pensais que Proust ne pouvait plus que baisser, tellement il était haut dans la hiérarchie des valeurs, et je m'étais complètement trompé. Espérons que je me trompe, mais faites un tour dans les écoles et à l'université, vous verrez que c'est difficile. Donc, je ne sais pas qui va pouvoir encore le lire, oui, honnêtement. Oui. Oui, oui. Est-ce que j'ai dit il va avoir quelque chose à dire. Qu'est-ce que vous pensez de la modernisation? Monopolisme. Je trouve tout à fait légitime qu'on célèbre, enfin on honore la mémoire de Proust, comme on l'a fait toute l'année dernière. La France a été longtemps une patrie littéraire, et j'aime l'idée que l'on soit encore français par Proust, par Marivaux et aussi par ses couples. Montaigne et Pascal, Fénelon-Bossuet, Corneille Racine, Diderot Rousseau, Voltaire Rousseau, pardon, enfin Diderot est là aussi, et Balzac et Stendhal. Donc, ça me va très bien. Et puis, des livres, des expositions étaient organisées, de nouveaux livres sont parus, l'œuvre de Proust est inépuisable. Je me souviens, moi, en effet, que ma première lecture de Proust s'est faite dans l'ordre, et j'étais jeune, j'étais très jeune. C'est pas parce que j'étais particulièrement précoce, hein, c'est pas ça. C'est que venait de paraître en poche une édition de Proust, et c'est ce jour-là que le livre de poche est devenu très beau pour Proust. Les couvertures étaient moches, et là je me souviens, c'était les Paperoles qui étaient en couverture. C'était des couvertures de Pierre Faucheux, tout à fait célèbres. Oui. Et c'était absolument magnifique, et j'étais attiré par cette couverture. J'ai lu Proust, donc dans l'adolescence. J'étais encore au lycée, peut-être en première, peut-être en terminale, peut-être en hippocane, je ne sais pas, je crois plutôt première ou terminale. Et ce que je voudrais, c'est que Proust soit lisible encore aujourd'hui, pas seulement dans les cénacles qui organisent des manifestations, etc., mais dans la population et parmi les jeunes gens. Partent dans l'un de ses plus beaux textes, son dernier séminaire, Préparation du roman, cite une phrase de Flaubert: je n'écris pas, dans sa correspondance, je n'écris pas pour les lecteurs d'aujourd'hui, mais pour tous ceux qui se présenteront
tant que la langue vivra. Et Barthes commente abondamment cette phrase en se demandant, nous sommes en 1978-1979, si la langue vit encore. Et il se pose la question, et il dit, si Racine disparaît, c'est peut-être parce que sa langue sera complètement morte. Alors, il est bon qu'il y ait ces célébrations, mais il faudrait que la langue française soit vivante et qu'elle soit encore habitée par Proust. Et que dans l'œuvre de transmission des professeurs de français, Proust soit présent malgré la longueur de ses phrases. Voilà, c'est mon souhait pour les temps à venir. Oui, ben non, mais évidemment, c'est un peu le syndrome du feu d'artifice. On se demande toujours si c'est le bouquet final. Vous voyez, et donc là, à propos de ces célébrations, moi, sans ostentation, comme lecteur, je me suis toujours senti anarchiste au sens où la célébration sociale ou la condamnation sociale d'un écrivain que j'aime ne me fait ni chaud ni froid. Je sais que je l'aime, je l'explore à ma façon. Ça me fait ni chaud ni froid en général. Après, bien entendu, c'est l'occasion de voir des expositions, de lire des livres nouveaux qui sont intéressants, et ça, je ne m'en prive évidemment pas. Donc je fais mon marché en quelque sorte, mais c'est sans doute peut-être pas un vice, mais un défaut que j'ai, c'est que je suis, alors bizarrement je suis quand même journaliste, mais je suis assez insensible à l'emprise de la société sur les écrivains qui me touchent. Hein. Donc en tout cas j'essaie de m'en préserver au maximum. Voilà. Écoutez, je souscris mot pour mot à ce que vient de dire Philippe, à ceci près que je trouve qu'on ne parle pas assez de Proust. Qu'on ne parle pas assez de Proust. Il faudrait parler encore plus. Encore plus d'exposition. Non, moi je suis insatiable. Enfin, voilà, je trouve que faire des expos sur Proust, voilà, c'est mieux que d'écouter Cyril Hanouna à la télévision ou Elon Musk. Voilà. Lequel se vante de n'avoir jamais, d'après ce que j'ai compris, de n'avoir jamais fini un livre de sa vie, sans vente. Pareil, fini un livre. Bon, il y aura d'autres choses, mais ça ne sera pas nous qui les ferons. C'est pour le prochain centenaire, ou en tout cas pour le prochain anniversaire. Il reste à vous remercier tous les quatre d'avoir bien voulu venir pour conclure ces 2 journées. Bon, je vous rappelle que l'exposition de la Bibliothèque nationale ferme dimanche soir, que vous pouvez encore la voir, et je crois qu'il me reste quelques places pour qui ne l'a pas vue, et il m'en reste 4 ou 5. Oui, qui vraiment a besoin d'une place, vient me voir, il m'en reste 4 ou 5 là. Et je vous conseille d'aller voir cette exposition. Merci à tous les 4.